Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, le match qui oppose toutes les semaines Tapiro à Tapiro. Mickaël. Qatar Airways et la FIFA, l'union sacrée. La ministre Castéra et son salaire mirobolant. Alors toujours la ministre Oudéa Castéra, mais cette fois-ci dans l'octogone avec Anne Hidalgo. Et enfin un chauffagiste, sponsor de la Fédération Française de Ski. C'est pas une blague, même si je rigole. Voilà le sommaire, tout de suite premier sujet. Il n'y a pas que le match Tapiro contre Tapiro, il y a également le match qui oppose Hidalgo à Oudéa Castéra. Cette semaine, la maire de Paris était sur le plateau de Quotidien. Elle est formelle, les transports ne seront pas prêts pour les Jeux. Non, les deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt. La première, c'est sur les transports. Parce que là, donc ça c'est Valérie Pécresse. Non, et puis le gouvernement un peu aussi quand même. Hein, mais et le gouvernement. Mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi. Okay. La deuxième chose, c'est quand même un sujet, moi, qui m'importe beaucoup, qui est la situation d'un certain nombre de personnes à la rue, des SDF. En fait, Anne Hidalgo est une SDF, sans détermination franche. Osez dire à la télé, mais comme s'il n'en était rien du tout, qu'on n'allait pas être prêt pour les transports, mais c'est quoi? C'est vraiment qu'on se moque non seulement du monde, parce que c'est le monde entier qui sera à Paris pendant les JO, mais on se moque de tout le monde. Puis ça fait des années qu'on subit les travaux, des années où elle nous dit, mais oui, tout sera prêt, vous verrez. Et là, on est au mois de novembre, et on sait déjà que c'est juillet prochain, on est pas... Attention, non, on a une chance énorme. On a quand même la maire de Paris qui vient d'inventer un nouveau sport olympique, c'est-à-dire c'est le MMA, mais avec que des coups bas. C'est assez impressionnant de voir comment elle a laté tout le monde. Et Pécresse, le gouvernement et tout le monde. Mais je pense qu'il manquait aussi un ministre, le ministre des Transports. Il manquait Emmanuel Macron. Je pense même que Joe Biden est responsable de ça. C'est-à-dire que quand on regarde Madame Hidalgo... Et Netanyahou. Non, Netanyahou. De toute façon, Netanyahou, il a dû financer. L'archiduc d'Autriche, n'oubliez pas que c'est Bibi Netanyahou. Donc les transports parisiens aussi. Mais quand on regarde ça, c'est tout ce que les Français détestent, qu'on soit sportif ou pas. C'est la politique à la petite semaine qui n'assume rien. Donc moi je pense d'abord à tous ces athlètes qui dans le monde se préparent à vivre un grand moment. Parce que c'est vrai que ce projet parisien magnifique. Mais à quoi ça sert d'avoir un beau projet avec des stades dans la ville si on ne peut même pas y aller? Donc il y a énormément de Parisiens qui déjà depuis quelques mois désertent Paris parce qu'ils se disent que ça va être compliqué. Mais si les transports ne sont pas prêts, ça va être paralysé. Sincèrement, on est dans le monde du sport et si effectivement il y a des retards pour certains RER ou pour certains transports en commun, c'est système D quoi. Tout le monde se retrousse les manches et on va dans le même sens. Et là on a vraiment l'impression qu'il n'y a eu aucune partie prenante des Jeux Olympiques qui aille dans les mêmes sens. En tout cas, il y en a une qui a particulièrement apprécié. On l'écoute. S'il faut livrer des jeux sans elle, on les livrera sans elle. Et puis, j'aimerais qu'on revienne à plus d'esprit d'équipe. Je travaille très bien avec ces équipes. Je lui ai jamais manqué de respect, la réciproque n'étant pas vraie. Ce que j'ai trouvé inacceptable, c'est qu'elle condamne les équipes qui, elles, se démènent pour être prêtes. Elle dit « on ne sera pas prêt ». Mais là, elle décourage et elle manque de respect à des milliers de personnes. Ce sera dur, il y aura des moments de difficulté, de tension, mais on sera prêt sur l'ensemble des chantiers. Et elle joue contre son camp, qui est celui de la France. Je trouve ça vraiment dommage. Devant une telle trahison politique, j'imagine que... Et sportive, je pense que la maire de Paris, qu'on soit d'accord avec elle ou pas en général, doit démissionner. Pour une seule et bonne raison, on ne peut pas d'abord non seulement faire du déni, mettre dans la mouise, pour pas dire un autre mot, l'État, le gouvernement, la région, bien entendu, et s'absoudre de toutes les fautes. Je pense que c'est une erreur extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ce petit passage télé va faire le tour du monde. Et déjà qu'on n'avait pas une très très bonne image en sport pour l'organisation des événements sportifs ces dernières années, il fallait vraiment être tout droit. On s'est engagé sur des choses extrêmement dures à livrer, mais les transports, apparemment, c'était la clé de ces JO. Donc, surtout, elle doit démissionner, c'est sûr. En fait, c'est ça qui fait peur. Qui tient le manche? Oui. C'est le COJO? Est-ce que c'est la mairie de Paris? Est-ce que c'est le ministère? On ne sait plus. Enfin, en tout cas, on voit que c'est une foire d'empoigne. Sincèrement, je trouve que Madame la ministre a été dans son rôle. Elle a dit ce qu'il fallait. Élégamment. Elle l'a fait élégamment et elle a rappelé ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire l'esprit du sport. C'est ça, l'esprit d'équipe. Voilà. Elle a trahi l'esprit d'équipe, Anne Hidalgo. Bon, on sait très bien qu'elle a une grande équipe, c'est elle-même. Et donc elle trahit tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'en fout depuis des années. Et là, le problème, c'est que ça se fait sur le dos des sportifs. Moi, je pense à un ami, Pierre Rabadan. J'aimerais bien savoir ce que Pierre Rabadan pense sincèrement de cela. Lui qui s'est toujours battu pour le sport à Paris et au-delà, qui a des vraies valeurs, des valeurs du rugby. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense aujourd'hui. Dans l'actualité
cette semaine, il y avait également l'annonce de 400 000 nouveaux billets mis en vente. Quel sport, quel tarif, Mickaël? Alors, les sports principaux, hein, c'est d'abord et avant tout l'athlétisme et la natation. On sait qu'il y a énormément de spectacles en athlétisme. Il y a 30 000 billets qui vont être vendus pour l'athlétisme, 6 000 pour la natation, et ensuite pour les sports qu'on appelle les sports de grande jauge, c'est-à-dire le football, le rugby, le basket, 25 000 pour le Stade de France au rugby, 30 000 pour le football au Parc des Princes et en province, et enfin quand même 40 000 pour le basket entre les matchs à Paris et les matchs à Lille. Mais à quel prix? Accessible cette fois-ci? Alors, accessible, oui, on aura 70 000 billets qui seront en dessous de 24 €. Alors, je ne sais pas quelles seront les compétitions, mais il y a très très peu de billets qui seront vraiment très onéreux. On parle à peu près de un tiers qui seront inférieurs ou égaux à 100 €. Donc, ça reste très acceptable. Les billets sont à prendre partout et la règle a changé. C'est-à-dire que quand on s'inscrivait les mois précédents pour obtenir des billets, ça procédait par un tirage au sort. Et là, aujourd'hui, c'est FIFO, en fait. First in, first out. Donc, levez-vous tôt, ça commence à 10h. Pointez-vous sur le site à 9h et puis ça ira très bien. Voilà pour l'épisode JO de cette semaine. 500K, 500 000 €, c'est le salaire annuel perçu par Amélie Oudéa-Castéra lorsqu'elle était à la tête de la Fédération française de tennis. La ministre a été contrainte cette semaine de le justifier devant les députés. Je comprends très bien que 500 000 € puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Peu de fédérations peuvent se permettre de proposer cela. Elles le font, encore une fois, parce qu'il y a des business models qui ont leur spécificité, leur force. C'est le cas avec cette manne que représente le tournoi de Roland-Garros qui dégage cette marge brute d'autofinancement de 100 millions d'euros que j'ai évoquée. C'est l'un des tournois, l'une des compétitions sportives les plus rentables au monde. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai insisté sur tout ça. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière cette rémunération. Alors moi, je trouve ça quand même assez surprenant. Pourquoi? Et Dieu sait si, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas me critiquer des rémunérations. Mais des rémunérations de dirigeants ou de fondateurs, quand elles sont justifiées. Donc, on imagine que 500 €, c'est normal. Je dis bien, on imagine. Mais à un moment, il faut regarder, est-ce que ça les vaut vraiment? Est-ce que le tennis français, à votre avis, depuis l'arrivée de cette ministre qui coûte 500 € par an, est-ce que le tennis français a progressé? Évidemment que non, on l'a dit souvent ici. Quand on voit l'état du tennis français, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'elle rende de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une rentabilité. Si on investit 500 € en quelqu'un, c'est pour de la rentabilité, pour faire en sorte qu'il y ait des champions français. Il n'y en a plus depuis bien longtemps. Moi, je pense, faut rendre l'argent. Je pense, Franck, voilà, que, encore une fois, ce chiffre-là, il choque les Français, mais c'est vrai que pour un quart de grande entreprise, c'est un chiffre normal, mais en fait, le calcul est mauvais. Mais bien sûr. Ouais, ou alors, on gère une fédération qui ne tourne exclusivement que par la production du French Open, qui est effectivement le tournoi un des plus rentables du monde, ou alors on dit simplement qu'on va doubler, voire tripler cette rémunération. Écoutez bien, à partir du moment où il y a une prime de performance, une prime de résultat par rapport aux joueurs et aux joueuses. Si on arrive à avoir un Français dans le dernier carré ou une Française dans le dernier carré, là il y a prime et là il y a bonus, et je pense que personne ne parlerait de cette somme. Alors non seulement cela, et en plus il y a un autre argument moi, que j'ai vraiment, pas compris, j'ai pas voulu comprendre tellement c'était énorme, c'est quand elle dit mais oui c'est normal, dans mon ancien job je touchais 3 fois plus, mais en quoi ça concerne la Fédération française de tennis? En quoi ça concerne le fait que ça puisse justifier le fait de valoir 500 € par an? Non, je pense qu'il y a des gens malheureusement qui ont du mal à supporter l'argent, vous savez, ou la notoriété. Je pense que c'est le cas. Alors, il faut revenir sur terre, battu ou non? Ouais, ceci dit, voilà, Madame la Ministre le dit à l'audience, elle sait très bien que ce chiffre-là peut choquer le Français moyen, etc. C'est vrai que dans son univers, elle travaillait avant chez Carrefour, elle gagnait effectivement 3 fois plus. Elle est mariée avec l'ancien président de la Société Générale, donc ils sont effectivement à l'abri du besoin, et tant mieux pour eux. Et c'est vrai qu'il y a un décalage peut-être de posture et de langage vis-à-vis du sportif de tous les jours, vis-à-vis de celui qui justement paye son équipement, paye sa licence assurance, va chez Decathlon parce qu'il n'a pas les moyens d'aller chez Puma, etc. etc. En fait, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de valeur.
Un vénérable croco dans le métaverse. Qui fête, messieurs, ses 90 ans dans un monde virtuel cette semaine? Alors, 90 ans pour Lacoste. Bon anniversaire, Lacoste, la fameuse marque au crocodile, fondée par un des membres des trois mousquetaires de l'époque. Alors, Lacoste s'associe avec The Sandbox pour lancer le Lacoste World Tour Experience. D'accord, on est dans le métaverse. Et je vais vous dire sincèrement, je remets mes lunettes, je n'ai absolument rien compris. Je n'ai même pas vu de crocodile numérique. Alors là, on va être deux. Non seulement j'ai rien compris, mais en plus derrière, le métaverse, c'est fini. Il y a 2 ans, 3 ans, toutes les marques ont commencé à investir des milliards dans le métaverse parce qu'il y avait l'émergence d'un nouveau marché. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'audience. Donc ça a fait un peu comme Second World, il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est monté comme ça, c'est redescendu. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore d'usage. Les gens ne sont pas encore prêts. Malgré l'évolution des Oculus, vous savez, ces lunettes à réalité virtuelle, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts, et c'est plutôt une bonne nouvelle, à quitter la réalité, à quitter le monde. Tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure avec un salaire. Je pense qu'il faut que les gens redescendent un peu sur Terre. Les marques aussi. Donc c'est bien d'y aller, mais s'il n'y a pas de public, à quoi ça sert? C'est la seule question que je pose. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas de public aujourd'hui. Alors effectivement, quel que soit le public, j'ai noté une collection exclusive de produits numériques pour le tennis et le golf. Alors peut-être que c'est un club virtuel ou une raquette de tennis sans cordage. Oui. Je ne sais pas de quoi on parle. Alors oui, il y a un terme qui m'a amusé, un déguisement dans le monde du métaverse, on appelle ça skin. Donc quelque part. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si vous n'avez rien compris, qui va comprendre? Mais non, mais c'est pas ça. En plus, derrière, moi, j'attends de porter le fameux polo en pixel, parce que c'est ça, c'est un polo en pixel. Ça m'irait très bien le pixel. Moi, je préfère des matériaux un peu plus nobles, un peu plus naturels, mais le pixel, il paraît que c'est chaud. Bon, en fait, c'est pour faire une petite blague là-dessus. À un moment, la petite blague est intéressante. Qu'est-ce que ça fait comme bien à la marque? Vous savez, moi, j'adore Lacoste et leurs pubs depuis 25 ans sont parmi les meilleurs au monde, surtout dans ce monde-là qui est compliqué. Ils ont fait des pubs parfums sublimes. La marque a retrouvé. Ils se sont très bien positionnés depuis 5-6 ans. Ils ont été achetés par un groupe suisse d'ailleurs. Mais là, je trouve que c'est un coup qui a dû leur coûter assez cher. Mais peut-être qu'on se trompe, mais j'attends d'avoir moi des chiffres sur l'audience. Pour moi, il n'y en a pas. Eh bien, on verra si vous avez raison ou On verra. Cette semaine, la FIFA a renouvelé un sponsor majeur. To announce the renewal of our partnership between Qatar Airways and FIFA for another 8-year term. Great partnership that has brought a lot of success to FIFA and of course as well to Qatar Airways. My thanks to Mother, the CEO, to the whole fantastic team of Qatar Airways, of course, best. Together with the best in FIFA 1 year after the World Cup here in Qatar, here we are again to celebrate. Thank you to everyone. Shukran jazeelan. See you soon on Qatar Airways. Alors en toute chose, moi j'aime la fidélité. Et c'est vrai que là aujourd'hui, le rapport entre le Qatar et la FIFA, on est dans une fidélité absolue. N'oublions pas que Gianni Infantino habite au Qatar, c'est-à-dire qu'on a déplacé les locaux de Suisse au Qatar. Et en fait aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. En fait, on apprend simplement que la FIFA est sponsor du Qatar, non pas Qatar Airways est sponsor de la FIFA. La FIFA est sponsor du Qatar. Alors on est content pour eux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que la FIFA représente plus de pays que les Nations Unies. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que voilà, aujourd'hui, il y a une sorte d'alliance fraternelle, confraternelle, allez savoir, entre la FIFA et Qatar. Alors là, il se trouve que c'est Qatar Airways. Enfin, c'est comme le sponsor du Paris Saint-Germain où, à un moment donné, on avait des entreprises qataries qui étaient déguisées en entreprises industrielles, mais on savait bien que c'était des fonds qataris. Voilà. Donc, ravi de savoir que Gianni Infantino lie l'utile à l'agréable. J'espère qu'ils sont co-sponsors et pas otages du Qatar. Même si le Qatar en ce moment est formidablement efficace pour libérer les otages, apparemment. Enfin, en tout cas, Gianni Infantino, en tant qu'otage, il se porte bien. Il se porte bien, mais il est avec ses 2 copains, je pense, là-bas. Vous savez, il y a des gens qui sont hébergés là-bas, qui sont peu recommandables, alors qu'Infantino, lui, l'est. Mais aujourd'hui, encore une fois, est-ce qu'on peut confier l'avenir du foot à une nation? Ils ont eu déjà une Coupe du Monde dans des conditions inouïes, pour ne pas dire surprenantes, voire même douteuse. Suspecte. Deuxièmement, c'est un sponsor, c'est exactement ça, c'est la FIFA qui sponsor du Qatar. Mais on va où comme ça? Si après il y a le Qatar, plus l'Arabie Saoudite, en fait je pense que vraiment, le foot a été pris en otage,
dans cette partie du monde. Ah bah, ça manque le foot. Hein. Et pas que le foot, mais le football, comme c'est le sport roi aujourd'hui, derrière, il y a le basket, il y a le handball, il y a d'autres sports qui vont commencer à arriver là-bas. Moi, je m'inquiète. Il y a l'hippisme. Il y a l'hippisme, absolument, l'hippisme, très fort. Et il y a les sports de combat aussi, la boxe, le MMA, le vélo, etc. Faire du vélo sur du sable, je peux vous dire, j'ai essayé, mais je ne fais pas 3 mètres. Hein. Mais encore une fois, comme tout est possible là-bas, puisque une Coupe du Monde a été possible à faire, bon, évidemment, on a changé pour une fois la date de la Coupe du Monde, etc. Je me dis encore une fois, prenons un peu de recul. Est-ce que tout ça sent bon pour le sport? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que pour la promotion d'un pays tout petit, comme ça, on prend en otage le monde entier, le monde du sport tout en entier. Et je pense que c'est jamais bon, surtout pour la vraie valeur du sport qui est l'universalité absolue de ses valeurs. Voilà pour FIFA Qatar. Sponsoring encore, la Fédération française de ski a un nouveau partenaire. On s'y croirait presque. Hein. Bienvenue Wiesmann. Bienvenue. Bienvenue Wiesmann. Bienvenue Wiesmann. Bienvenue Wiesmann. Bienvenue. On va vous faire adorer le biathlon. On va vous faire adorer le ski de fond. Et le saut. Et le biathlon. Biathlon. On vous souhaite une belle saison. Une excellente saison. À nos côtés. Merci Wiesmann. Merci Wiesmann pour votre soutien et on compte sur vous. Pour nous encourager. Merci d'être à nos côtés. Merci. Et oui, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une fake news. Un chauffagiste, je le dis avec un léger sourire parce que je ne m'en remets pas encore, Nisman, est donc sponsor non seulement de la Fédération française de ski, mais de l'ensemble des disciplines de ski. Ski de fond, ski alpin, etc. Alors, c'est curieux parce que la justification évoquée, c'est pour lutter en faveur du climat. Expliquez-moi comment on peut, à l'ère du réchauffement climatique, lutter pour le climat avec un chauffagiste. Moi, je veux bien. Ou il y a David Copperfield qui est derrière, parce que je ne sais pas comment il fait, peut-être un tour de magie, mais j'ai peut-être rien compris à ça, encore une fois. Mais aujourd'hui, il y a des informations vraiment. On est en pleine fake news. Ouais, alors, effectivement. Alors, moi, je vais rester plutôt sur une vision intérieure au sport et au sponsoring stricto sensu. C'est vrai que Wiesmann est sponsor du ski de fond et notamment a comme ambassadeur Quentin Fillon-Maillet. Ils ont de la suite dans les idées, ils vont un peu plus loin. Ils ont peut-être fait une sortie de route en insistant sur le réchauffement climatique. Ils auraient dû en rester à Wiesmann, personne ne sait qu'il faut des chauffages, et puis voilà. Non, mais surtout, dans le sponsoring, vous savez, je l'ai géré plusieurs fois avec des marques et c'est très compliqué de créer cette compatibilité génétique. Des chaudières, hein, quand même. Une forme d'évidence. Mais là, je ne sais pas comment vous dire, des chaudières pour du ski, c'est comme si les boucheries Bernard sponsorisaient Émeric Caron. Ou alors les LGBT qui finançaient le Hamas. C'est pas loin d'ailleurs. Je comprends pas, franchement, une telle incompatibilité. Et derrière, j'ai vu le clip avec tous les skieurs qui courent, non pas ils skient plus, ils courent pour essayer de rattraper la justification. Oui, on est hyper content. Ouais, c'est génial. Mais il y en a pas un qui comprend. Non, mais revenons en fait aux sources du sponsoring. Rappelez-vous quand les marques de cigarettes sponsorisaient l'intégralité de toutes les compétitions mondiales. Donc quelque part, il pouvait y avoir une dissension ou une façon de tirer dans un autre sens. Là aujourd'hui, il aurait fallu que Wiesmann se taise. En fait, ne dise rien. Limite qu'on ne sache pas qu'il fasse des chaudières. Ça n'allait pas changer notre vie. Je pense que c'était bien pour le sponsoring parce que franchement, l'équipe de France de ski de fond ou de saut à ski, ils n'ont pas forcément tous les sponsors qui tapent à leur porte. Mais là, on parle de Wiesmann. Mais quel est le degré d'acceptation d'une fédération des sports de montagne à accepter ce genre de subside, de revenus? Alors moi, je pense que peut-être, excusez-moi de le dire, cash, peut-être qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais c'est ce que je pour en venir à choisir une marque de chaudière pour l'ensemble de ces disciplines, peut-être que on en prend un. Ouais, mais c'est des chaudières. Ouais, mais tant pis, t'as autre chose. Bah non. Donc on prend celui-là. Et d'ailleurs, ça me paraît sidérant. D'ailleurs, l'intitulé du titre, je le lis, c'est partenaire climatique officiel de la Fédération française. Alors peut-être que c'est du second degré et qu'on n'a pas tout compris. Parce que je vois pas en quoi ça peut être le partenaire climatique. Enfin, ce sont les chaudières. J'y peux rien, mais une chaudière, c'est une chaudière. Mais ça, encore une fois, pour les marques, on peut pas faire n'importe quoi. Et on le sait bien. Quand on prend, par exemple, une figure de proue, quand on prend une star pour revendiquer une marque. Quentin Fillon-Maillet, c'est une star, il a été bien sûr, mais s'il n'y a pas de compatibilité évidente, et surtout, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites de ce sponsoring? Parce qu'en général, les marques se servent de ce sponsoring pour faire, vous savez, dans chaque ville où il y a des épreuves, des grandes conventions, des colloques avec leur force de vente et les clients. Vous allez dire quoi? Grâce à nos chaudières, nous allons quoi? Réchauffer le cœur des supporters? Non, mais je ne sais pas quoi dire, c'est vrai, sans trop de mauvaise foi, quand on fait des chaudières, c'est vrai qu'on est plutôt dans les stations de ski, on
on va réchauffer des hôtels, des maisons particulières, des chalets, voilà. Bon, Non, mais on aurait dû en rester là, je crois. Non mais réchauffer, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent réchauffer. Ce qui est clair, c'est qu'ils vont réchauffer la planète, ce qui ne va pas du tout dans le sens de la lutte sur la protection du climat. Voilà pour la Fédération française de ski et son nouveau partenaire. Le virus paddle a contaminé une nouvelle star. Hi, you guys. Y'all know I love playing paddle tennis. And today I'm taking my paddle game to the next level. Today we are launching 1111 Team USA, our very own paddle team, which will be competing internationally in the Hexagon Cup. I am so excited. Follow 1111 Paddle and Hexagon Cup to find out more and follow our journey. Vous l'avez reconnu, Eva Longoria sera donc à la tête de l'une des 6 franchises qui vont s'affronter dans l'Hexagon Cup, une compétition internationale de paddle au format original qui sera jouée à Madrid début 2024. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le paddle? Donc, le paddle, c'est devenu une drogue, mais ça fait longtemps en fait. Nous, on le découvre en France depuis quelques années. Ça a commencé, je crois, si ma mémoire est bonne, au Mexique. Ensuite, ça a été en Espagne, dans les pays plutôt latins, hispaniques. Donc, Eva Longoria, il y a quelque chose déjà de cohérent en termes d'association entre une marque, parce que le paddle c'est devenu une marque, c'est plus seulement une discipline sportive, et une star qui est mannequin et comédienne en même temps. D'ailleurs, je fais une petite incise, Oui. le paddle est devenu propriété du Qatar, puisqu'ils ont réunifié les deux, le World Paddle Tour Donc, et le Premium oui. Paddle Tour. Voilà, donc on en parlait tout à Un l'heure. bon mouvement stratégique, Un bon mouvement cependant. stratégique, donc maintenant il va falloir faire du paddle aussi au Qatar, ça va être extraordinaire. Mais encore une fois, Eva Longoria, c'est un bon move parce qu'elle est connue pour ça. Elle poste sur ses réseaux, mais j'ai regardé plein de vidéos d'elle en train de jouer. Elle est pas mauvaise en plus. Ouais, mais enfin, et il faut le féminiser un peu parce que sincèrement, c'est mix, faut moi, le dire je pense aux qu'elle gens. se tire la bourre avec son ancien mari Tony Parker. Elle a vu que Tony C'est Parker possible. investissait énormément dans le sport, à droite à gauche. C'est vrai Dans le qu'il a- paddle également. dans le paddle, dans le basket, etc. Donc quelque part, voilà, elle a été piquée au jeu et peut-être qu'il se tire la bourre là-dessus. Non, plus sérieusement, on le voit, le paddle se développe de façon très efficace. D'ailleurs, on dit le paddle. Hein. Paddle, oui, Parce que le effectivement. paddle, Paddleboard. C'est Ouais. paddleboard. Parce que c'est paddle. hispanique paddle. et paddle, Ouais, elle paddle. Exactement. Donc le padel. Alors il y a Robert Lewandowski aussi qui a racheté un tour de l'Hexagon Cup. Il y a aussi Andy Murray, probablement au Royaume-Uni Cyril Hanouna. et Allemagne. Non, qui joue, mais il n'a pas Lui, il racheté jouait. une franchise. Alors c'est intéressant parce que Eva Longoria dans ses petits business, elle a racheté 2 clubs. Elle a un club de foot qui s'appelle le Angel City Football Club. Et le deuxième, c'est du pickleball. Ouais. C'est le, excusez-moi, Necaxa FC. Voilà. D'accord. Le pickleball, c'est une sorte de mini-tennis, un peu équivalent au paddle, mais sans les murs. Donc il y a de la suite dans les idées. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce soit une femme, parce qu'on oublie de dire que le paddle, c'est un vrai sport mixte. Et qu'il y a de plus en plus de Mais c'est tournois sa force. mixtes. Mais c'est sa force. sa grande force. Et qu'on soit gamin ou un peu plus âgé, aujourd'hui on voit sur les terrains de paddle des gens qui y jouent filles-garçons contre filles-garçons. Je pense que c'est peut-être un avenir formidable, parce que ça, il y a peu de sports mixtes. Il y a le softball aux États-Unis, mais il y a très très peu de sports mixtes. Donc le paddle, non seulement c'est une révolution et une drogue chez les mecs, ça le devient chez les femmes, mais demain, je pense que l'avenir, c'est la mixte. Attention, pour Madrid en janvier 2024, le prize money c'est 1 million d'euros quand même. Ah, oui. c'est colossal. C'est- colossal. c'est pas Avec rien. le Qatar, ça risque C'est d'être pas exponentiel. Laissons-leur quelques semaines pour ça. Voilà pour le paddle. Messieurs, qui est le couturier officiel de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris? Je sais que c'est pas Lacoste. Non, c'est un chausseur qui est aussi tailleur, c'est Berluti. Berluti. exactement. d'LVMH. Et Berluti qui est connu pour ses souliers, et non pas ses chaussures, il faut dire les souliers magnifiques. Vous êtes vraiment un plouc. Hein. Très élégant. Ah non, il faut plus dire ça. Faut plus dire ça. Et en fait, ils ont depuis quelques années des lignes de vêtements qu'ils arrivent à faire émerger dans leur boutique. On le voit de plus en plus. Et là, aujourd'hui, Berluti tente aussi, parce qu'il y a plein de grandes marques de luxe qui vont dans le sport. On a vu Louis Vuitton avec le football. La Berluti va dans les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Antoine Arnaud, qui était le patron de Berluti, je crois, s'occupe maintenant de la partie vêtements olympiques pour le groupe LVMH. Oui, ça a été annoncé aujourd'hui. Ça a été annoncé aujourd'hui. Ouais, et puis ça fait écho en fait au sponsoring officiel de LVMH pour les Jeux Olympiques. C'est assez cohérent. Alors c'est vrai que les produits qui sont des produits de très très grande qualité à des prix, je dirais. Significatif. Très haut de gamme et significatif, ne représente pas forcément L'esprit le olympique. moyen et l'esprit olympique. Ceci dit, il y a tellement de prestige, voilà, il y a tellement de et du prestige patrimoine. et tellement d'histoire aussi autour de ces Jeux Olympiques que quelque part, voilà, ça devrait faire la maille. En tout cas, c'est une caisse de résonance formidable pour la marque Berluti, qui est une petite marque parmi toutes les marques LVMH, mais en tout cas qui a sa notoriété. Voilà, je suis pas convaincu que ça fasse
traînée de poudre auprès de tous les sportifs pour se précipiter chez Berluti pour acheter les futures collections de l'an prochain, parce que ça coûte un peu cher. Moi, je pense que. Alors, je parie l'inverse, surtout chez les étrangers, chez nos amis asiatiques. Voilà. Et j'ai les amis mais là, asiatiques. attention, là, il est équipementier de l'équipe de France. Bien sûr, mais ils seront à Paris pendant ces JO. Ils pourront aller voir aussi des boutiques qui, je pense, vont être améliorées aux couleurs olympiques. Et je pense que c'est une bonne façon de faire connaître la marque d'abord dans le monde entier, parce que même si on habille que l'équipe de France, le monde entier les verra. Et sincèrement, quand on est un athlète français aujourd'hui, si on arrive il y a les Italiens, en plus Berluti, il y a un ADN italien, si on arrive à être au moins aussi élégant que les Italiens, chez nous, eh ben moi je dis que c'est une première épreuve sportive à remporter avec la médaille d'or. D'accord sur ce principe. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact sur les ventes d'un équipementier olympique? Est-ce qu'il y a un précédent? Est-ce qu'on le sait lorsque Nike fait une collection totalement dédiée à l'équipe américaine olympique, ça contribue très largement à augmenter les ventes? Est-ce qu'on veut acheter l'équipement des Jeux olympiques américains? Alors ça marche en fonction bien entendu du patriotisme de certaines nations, de certains pays. Vous savez que l'équipementier des États-Unis, étant donné que la vraie valeur des États-Unis, c'est le patriotisme. Donc ça garantit à la marque une audience énorme parce qu'elle est quelque part complice positive de ce patriotisme américain. C'est dans l'ADN des États-Unis, ça c'est vraiment formidable. Sur la France, c'est différent. Il y a une forme de patriotisme, mais on est plus sur le côté nationaliste, on aime bien le côté chauvin un petit peu. Mais je pense que pourquoi Berluti m'intéresse dans ce positionnement, et moi je pense que ça peut être très intéressant, c'est de rajouter un niveau d'élégance qui colle avec l'olympisme, autant avec le foot. Je vous dis, je suis un peu mitigé. Je dirais que c'est plutôt des marques comme Dolce & Gabbana, un peu rock'n'roll, un peu voyante, etc. Autant dans l'olympisme, il y a une forme d'élégance qui, je pense, peut complètement... Sachant que probablement que pour Berluti, je n'en sais rien, mais on verra pour les prochaines semaines, probablement que cette opération va les pousser à s'orienter beaucoup plus vers la chaussure sportswear et les vêtements sportswear. Donc, quelque part, on risque d'avoir des nouvelles collections qui sont très à la mode. Encore une fois, on le voit aujourd'hui, les chaussures de sport portées par tout le monde et venant de toutes les marques de luxe, ça fait foison. Et là, probablement que Berluti prépare peut-être une nouvelle collection sportswear. Si c'était le cas, ce serait un très bon coup. Messieurs, c'est la fin du match de Smart Sport. Mickaël Tapiro, le fondateur de Sport Management School, merci. Francky Tapiro, merci. Et prochain rendez-vous avec le Smart Sport dès la semaine prochaine et vos prochains rendez-vous avec Smart immédiatement.